Vous êtes avec Bertrand Pointec et aujourd'hui je vous propose ma formation la plus complète sur Microsoft Word. Une formation qui est adaptée autant aux débutants qu'aux personnes qui sont déjà un peu initiées et qui veulent aller beaucoup plus loin sur le traitement de texte livré avec Microsoft Office. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose mon méga tuto sur Microsoft Word. Et juste avant de commencer cette vidéo, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas hésiter à mettre régulièrement en pause la vidéo pour reproduire les manipulations sur votre propre ordinateur. Croyez-moi, c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Et la dernière chose avant de commencer, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien surtout, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à la liker, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est comme ça que vous pouvez m'aider à créer de nouvelles vidéos par ces petits gestes tout simples. Donc je compte sur vous. Allez, nous on est parti sur Microsoft Word. Quand vous ouvrez Word, vous tombez sur cette fenêtre. Cette fenêtre, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte premièrement un menu qui s'appelle le menu ruban sur Office et qui comporte plusieurs onglets, insertion, dessin, conception, mise en page, référence, etc., etc. et qui vous permettent de faire à chaque fois plusieurs actions sur votre document. On y reviendra un peu plus tard. Par défaut, il est sur le volet Accueil. Vous retrouvez ensuite votre document en tant que tel dans lequel vous pouvez taper tout le texte que vous désirez, faire votre mise en page, etc. En bas, vous trouvez une barre assez intéressante puisqu'elle contient le nombre de pages, le nombre de mots, les erreurs éventuelles de vérification, la langue du document et certains raccourcis comme l'activation de la saisie semi-automatique, les macros, les paramètres d'affichage et le mode d'affichage de votre document qui normalement devrait être par défaut sur le mode page. Enfin ici, vous trouvez le bouton de zoom. Au niveau du menu ruban, si la fenêtre est assez petite ou si la résolution de votre écran n'est pas très élevée, vous retrouverez, et ça c'est très important de le comprendre, beaucoup d'options, par exemple ici police ou paragraphe, qui sont regroupées comme ça dans de grands sous-menus. Mais si la fenêtre ou la résolution sont assez grandes, eh bien vous voyez que ces menus du coup vont s'élargir et s'afficher comme ça en grand. Donc ça, c'est très important de le comprendre si jamais plus tard dans la vidéo, vous cherchez une option, eh bien c'est possible que ces options soient regroupées. Ça sera toujours au même endroit, mais regroupées de la façon suivante. Donc Word, vous le savez très certainement, c'est un logiciel de traitement de texte. Et donc c'est quoi un traitement de texte? C'est un logiciel qui vous permet d'écrire du texte, des rapports, des brochures, des livres, etc. et d'en assurer la mise en page et également plein d'autres options que nous verrons ensemble dans cette formation complète. Donc on va commencer directement et on va parler des caractères et des paragraphes. Alors, ceci, ce que je suis en train d'écrire actuellement, c'est un paragraphe. Et un paragraphe est composé de caractères. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand vous appuyez sur la touche Enter, vous créez un nouveau paragraphe. Cette notion de paragraphe, elle est particulièrement importante à comprendre. Admettons que je vienne ici cliquer voilà, à un endroit de mon paragraphe. Eh bien, certaines options vont se régler par paragraphe entier. C'est d'ailleurs le cas de toutes les options qu'on retrouve ici dans le ruban Accueil, rubrique paragraphe. Ici, vous avez l'alignement. Eh bien, si vous changez l'alignement, vous voyez ici, je le mets en centré, ou ici en alignement droit, ou ici en justifié, eh bien, vous voyez que c'est le paragraphe entier qui change d'alignement. C'est pareil pour l'option située ici, juste en dessous, l'option trame de fond. Quand je clique ici sur la petite flèche, eh bien, je peux choisir une couleur qui servira de trame de fond à mon paragraphe. Et encore une fois, vous voyez que c'est l'entièreté du paragraphe qui est mise en forme. On verra le reste des options plus tard, mais comme ça, vous comprenez déjà. Aussi, vous savez déjà comment changer l'alignement d'un paragraphe et ajouter une trame de fond. Eh bien, le fonctionnement est très différent, du coup, de l'onglet Police qui est ici, situé juste à gauche, et qui, lui, ne va pas être géré par paragraphe, mais bien par caractère. Admettons que j'ai mon curseur sur un mot. Je clique ici, par exemple, en plein milieu de caractère. Mon curseur est donc positionné sur caractère. Si je viens maintenant appuyer sur ce bouton, qui met en gras le texte sélectionné, eh bien vous voyez que par défaut, c'est le mot entier qui est ici mis en gras. Pareil, ici j'appuie sur italique, sur souligné, sur barré, sur indice ou sur exposant.
À noter qu'on ne peut pas en même temps, et ça c'est normal, avoir indice et exposante sélectionnés. Et vous voyez à chaque fois la mise en forme qui est effectuée. Pour enlever une mise en forme, il me suffit de recliquer sur le logo. Considérez ça comme des interrupteurs. Tant que nous sommes d'ailleurs sur ces effets de texte, eh bien vous voyez qu'ici j'ai la couleur de la police que je peux changer. Donc en cliquant sur la petite flèche, je peux venir choisir une couleur différente. Toujours la même logique s'applique. Et donc tout cela vous montre bien ici, dans ce ruban accueil, la différence entre les options de police qui vont s'affecter uniquement à des caractères, et pas au paragraphe entier, même si on pourrait, et l'option paragraphe qui, elle, ne va pas s'appliquer une sélection de caractères, mais bien au paragraphe entier. Intéressons-nous maintenant à la façon de sélectionner des mots, ou même des paragraphes entiers. Si vous venez et que vous cliquez et que vous maintenez votre clic et déplacez votre souris, vous allez commencer par sélectionner une partie d'un paragraphe, plusieurs mots ou plusieurs caractères à la suite. Maintenant, quand cette sélection est effectuée, eh bien forcément, quand on va appliquer des options de police, gras, italique ou souligné par exemple, eh bien vous voyez que c'est appliqué uniquement à la sélection. Donc ça, c'est une première façon de sélectionner des caractères ou des mots. Maintenant, si je viens, je double-clique sur un mot, cela le sélectionne en entier. D'ailleurs, quand vous venez de faire une sélection, vous avez un menu rapide qui devrait s'afficher juste au-dessus de votre souris et qui reprend les options principales que je viens de vous montrer, plus certaines autres options que nous allons voir par la suite. Vous pouvez également faire un triple clic et ce triple clic vous sélectionnera le paragraphe entier, même si celui-ci est composé de plusieurs lignes. Ici, je vais continuer mon paragraphe et vous voyez qu'il est du coup sur 2 lignes. Je sélectionne le paragraphe en entier. C'est assez pratique à savoir. Je peux aussi bien sûr venir et sélectionner le paragraphe entier comme ceci, en cliquant et en maintenant. Et je peux sélectionner plusieurs paragraphes d'affilée, en continuant ma sélection. Quand vous sélectionnez plusieurs paragraphes d'affilée, les options sur les paragraphes s'appliquent du coup à tous les paragraphes sélectionnés, même s'ils ne sont pas sélectionnés entièrement. Par exemple ici, je vais remonter comme ça, et ici, si je change l'alignement, vous voyez que ça change bien les 2 paragraphes, même s'ils ne sont pas sélectionnés entièrement. Par contre, si je change les caractères, là vous voyez que seulement ma sélection est modifiée. Admettons ensuite que j'ai envie de reprendre depuis le début et que j'ai envie d'enlever toute la mise en forme que j'ai faite ici sur le document. Je pourrais venir un par un et commencer à enlever tout ce que j'ai fait. Donc ici par exemple sélectionner ça, enlever le gras, enlever l'italique, enlever le soulignement, puis partir ici, continuer, etc. Mais il y a plus simple. Je peux simplement venir sélectionner tout ce que j'ai envie de remettre par défaut et venir sélectionner dans Police cette option-ci, le A avec une gomme, qui va effacer toute la mise en forme. Simplement je clique et je reviens par défaut sur l'ensemble de tout ce que j'ai sélectionné. C'est quand même pratique si jamais vous avez été un peu trop loin et que vous avez envie de revenir par défaut. Parlons maintenant des polices et des tailles de police. Donc quand je viens faire une sélection, par exemple sur ce paragraphe-ci, je peux venir changer la police, c'est-à-dire la façon avec laquelle les lettres sont écrites, en cliquant ici pour sélectionner la police que je préfère. Donc je peux faire un choix avec celles qui sont sur Word et celles qui sont installées sur l'ordinateur. Donc moi je vais prendre celle-ci par exemple. Ici on voit bien que l'écriture a changé. Je peux aussi venir changer la taille de la police en cliquant ici sur cette valeur et en venant choisir une taille différente. Une taille normale, on peut dire que c'est 12 ou voire 14. Et on voit bien que quand on est sur du 26 par exemple, que ça prend beaucoup plus de place, que c'est beaucoup plus grand. Vous pouvez aussi utiliser ces 2 boutons qui sont ici, augmenter la taille de la police et diminuer la taille de la police pour passer à la taille en dessous ou à la taille au-dessus. On voit bien que ça change d'ailleurs au niveau de cette option-ci en même temps. Donc ça revient à la même chose. Une dernière chose importante, quand vous cliquez ici pour sélectionner une police, vous voyez que certaines ont ce petit logo-ci. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore disponible sur votre ordinateur et que quand vous la sélectionnez, Word va la télécharger pour vous. Démonstration.
Ça va très rapidement. Et en fait, Word l'a téléchargée. Et maintenant, elle est disponible sur votre ordi. Et vous voyez du coup que ce petit logo, il a disparu. Parlons maintenant de ce petit pinceau qu'on retrouve ici dans le volet accueil. Ce petit pinceau vous permet de reproduire la mise en forme d'un texte sélectionné vers un autre. Admettons que je vienne ici sélectionner paragraphe et que j'ai envie du coup de reproduire cette mise en forme là pour un mot ici. Eh bien, je sélectionne le texte, je clique sur le petit pinceau et je viens appliquer ça en sélectionnant d'autres mots ailleurs. Et voilà, c'est fait. Ce petit pinceau de mise en forme vous permet de reproduire la mise en forme qui a déjà été effectuée quelque part vers un autre mot ou vers un nouveau paragraphe. Profitons de s'intéresser à cet onglet police pour voir les autres options dont nous n'avons pas encore parlé. La première, c'est celle-ci qui vous permet de surligner un mot. Donc je clique sur le surligneur. Vous voyez que l'icône du surligneur est enfoncée, que quand je viens dans le texte, mon curseur change par un onglet de surlignage. Donc je viens simplement sélectionner ce que je veux surligner et ça se surligne. Pour l'enlever, je procède de la même façon. Je peux bien sûr venir surligner uniquement une lettre. Et je peux venir faire un double clic sur un mot pour le surligner. Je peux cliquer sur cette flèche-ci pour venir changer la couleur. Dans ce cas, si je viens sur une lettre ou un mot qui est déjà surligné, eh bien vous voyez que c'est la nouvelle couleur qui est appliquée et je peux repasser encore une fois dessus pour l'enlever. Quand j'ai terminé de surligner, je clique sur la petite icône. Je peux aussi sélectionner d'abord le mot et ensuite cliquer sur le surlignage une fois. Là, le mot est surligné, mais l'outil ne reste pas enfoncé. Je vais ensuite sélectionner encore de nouveaux mots et venir vous montrer cette option-ci, avec le A majuscule et le A minuscule, qui sont des options qui vous permettent de modifier la casse automatiquement. Ça veut dire que si je clique dessus, vous pouvez choisir de forcer Word à écrire votre sélection en minuscule, en lettres capitales. Et ici, je clique, vous voyez que ça l'écrit d'office en lettres capitales. Vous avez d'autres options, comme première lettre des mots en majuscule ou inverser la casse. Bien sûr, si je reviens en minuscule, ça le repasse en minuscule. Donc c'est assez pratique à connaître, ces options de modification de casse. Enfin, dernière chose que nous n'avons pas vue dans cet onglet police, ce sont les effets de texte et de typographie. Je clique et ici, vous voyez que j'ai des options qui me permettent de changer le contour, l'ombre, le reflet ou l'éclat de mes lettres sélectionnées. Alors j'ai des modèles par défaut qui sont ici. Vous voyez quand je passe dessus, on voit les modifications s'appliquer en temps réel. Mais je peux venir bien sûr changer ça moi-même. Par exemple pour l'éclat, qui est une sorte de lueur autour de mon texte. Vous voyez ici que je peux sélectionner la variation que je souhaite. Je peux même aller dans Autre option pour choisir moi-même la couleur. Par exemple, du bleu clair. Si je reviens, je peux toujours aller dans Éclat et dans Options d'éclat pour avoir ici à droite un panneau qui arrive et qui me permet de modifier notamment la taille de cet éclat ou la transparence. Ce panneau me permet d'ailleurs d'accéder aussi aux propriétés de reflet et d'ombre de ma sélection. Donc je peux par exemple ajouter une présélection d'ombre en plus de l'éclat. Donc par exemple ajouter ici une ombre externe, une ombre portée. Vous voyez qu'on a un ombrage qui s'ajoute sur les lettres. Bon, bien sûr, pour l'éclat, si j'en ai plus envie, je viens en présélection et je choisis aucun. Et ici, on voit très bien l'ombrage qui apparaît. Sur nouveau paragraphe, on dirait un peu que le texte ressort de ma page. J'ai bien sûr toutes les options ici que je peux venir modifier à ma guise. Et bien sûr, j'ai pareil pour le reflet. Pour quitter ce panneau, j'utilise simplement la croix qui se trouve ici, en haut à droite. Parlons à présent des listes. Donc je vais venir à la suite, je place mon curseur en cliquant ici simplement et j'appuie sur Enter pour créer un nouveau paragraphe. Et donc, ce qu'on va créer ensemble, eh bien, ce sont des listes. Voilà, je vais mettre des listes de points et j'appuie sur Enter pour refaire un nouveau paragraphe. Je descends un petit peu dans ma page.
Et comment fonctionne une liste? Eh bien, ce n'est jamais qu'une mise en forme de paragraphe, justement. Donc, admettons que j'ai un élément 1, voilà. Donc, je suis bien dessus, et je vais cliquer ici pour créer une liste à puces. Je clique, et vous voyez que maintenant, eh bien, on crée une liste à puces ici. Maintenant, quand je crée un nouveau paragraphe à la suite, eh bien, ça me crée un deuxième élément de liste. Je vais l'appeler élément 2. Et puis, on fait de même, élément 3. Vous avez compris le concept. Bien sûr, je peux cliquer ici, sur la petite flèche à côté de puce, pour venir varier la puce que j'utilise. Donc par défaut, il utilise une puce pleine noire, mais je peux venir mettre une puce non pleine, un carré, un petit logo, un petit V, etc., etc. Maintenant, admettons que j'ai des sous-éléments dans ma liste. Eh bien, je vais en créer un en dessous de l'élément 1. Donc je viens placer mon curseur à la suite de élément 1 et j'appuie sur Enter. Eh bien maintenant, je peux créer un sous-élément 1 et un sous-élément 2. Mais pour l'instant, ils sont toujours au même niveau que mon élément 1. Et bien pour ça, je clique quelque part dans sous-élément 1 et j'appuie sur ce bouton-ci, sur ce petit logo, augmenter le retrait. Quand je clique, eh bien vous voyez qu'il augmente le retrait de mon élément. Je peux le faire d'ailleurs plusieurs fois, comme je veux, et qu'il change d'ailleurs au passage le type de puce pour bien marquer ces différents niveaux. Et maintenant, quand je viens à la suite de sous-élément 1, j'appuie et je vois que je peux de nouveau encoder au même niveau que là où j'étais précédemment. Si je veux enlever ça, eh bien j'appuie sur la touche Backspace plusieurs fois et je reviens à sous-élément 1. Et donc ici, pour sous-élément 2 qui est déjà au niveau 1 de la hiérarchie, on va dire, je peux faire de même. Et bien sûr, si j'ai envie de revenir d'un niveau vers la gauche, j'utilise ce logo-ci, diminuer le retrait. Je peux faire la même chose avec la touche Tab de mon clavier, mais à condition de venir cette fois-ci au début de ce paragraphe. Bien sûr, je peux également sélectionner plusieurs éléments et faire la même chose. Et je peux gagner du temps en utilisant la touche Tab de mon clavier, la touche tabulation, une fois que ces éléments sont sélectionnés. Et pour revenir en arrière, je maintiens la touche Shift, la petite touche majuscule, et je rappuie sur Tab. Voilà, vous savez maintenant comment bien gérer vos listes. Mais il n'existe pas que des listes à puces. Il existe aussi les listes numérotées. Alors pour ça, je vais en créer une nouvelle. Donc ce que je peux faire, c'est me mettre ici tout à la fin et appuyer sur Enter. Je vois que je reviens dans une liste, et bien simplement je désactive la liste, je désactive puce et je reviens sur un paragraphe normal. Et donc ici, je vais créer une liste à numéros. Donc de nouveau Enter, et ici j'aurai pareil, un élément 1, un élément 2 et un élément 3. Bref, vous commencez à comprendre le principe. Eh bien, je viens sélectionner ces 3 paragraphes et cette fois-ci, je vais sur le bouton Liste numérotée. Vous voyez que directement, ça me crée une liste numérotée 1, 2, 3, etc. Là aussi, je peux appuyer sur la petite flèche à côté pour sélectionner d'autres façons, par exemple avec un 1 suivi d'une parenthèse, en chiffres romains, en lettres majuscules, en lettres minuscules suivies d'une parenthèse, etc. Allez, on va partir sur des chiffres romains. Et là aussi, la même mécanique s'applique. Vous pouvez créer des sous-niveaux. J'appuie sur Enter. Vous voyez que la liste se met à jour. Mais ici, je vais créer un sous-élément. J'appuie sur Tabulation, ou j'appuie sur cette petite flèche-ci. C'est la même chose. Et là, je crée un sous-élément 1 et un sous-élément 2. Voilà, vous comprenez le concept. Alors ces listes, ce ne sont plus ou moins qu'un genre de paragraphe. Pour vous en convaincre, venez dans Accueil, Paragraphe et appuyez sur ce bouton. Ce bouton vous permet d'afficher les symboles cachés par défaut. Donc quand vous cliquez dessus, il y a plusieurs éléments qui devraient vous sauter aux yeux. Et parmi ceux-là, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, premièrement, vous avez des points ici à la place des espaces. Des points qui ne sont pas en bas, mais bien au milieu de la ligne. Et c'est là justement pour symboliser les espaces. C'est plutôt pratique pour repérer facilement les doubles espaces, un espace qu'on aurait mis en trop. Également, vous avez ici ces symboles-ci qui sont justement les symboles de nouveaux paragraphes.
Donc ce symbole-là, il est là pour vous dire, ok, le paragraphe il se termine ici, et puis il y en a un nouveau. Et vous voyez ici par exemple, j'appuie sur Enter avec rien dedans, et bien c'est quand même considéré quelque part comme un paragraphe. Donc voilà, ça ce sont des caractères qui sont cachés, qui ne sont pas affichés par défaut, mais qui vous aident à mieux comprendre la mise en page et à mieux visualiser les choses. Bien sûr, si vous imprimez votre document maintenant, ça ne sera pas imprimé avec, c'est vraiment là juste pour vous. Pour désactiver ça, vous pouvez recliquer sur Afficher tout ici. Et là aussi, ça fonctionne simplement comme un interrupteur. Mais ça vous montre bien que ces listes-ci, eh bien, ce n'est jamais qu'une sorte de mise en forme de paragraphe. Voyons une option de tri qui peut s'avérer fort utile dans Word. Donc pour ça, bien, premièrement, je vais désactiver l'affichage des caractères masqués. J'appuie une fois, deux fois sur Enter. Ça revient à la même chose que de désactiver la liste. Vous voyez ? Bon, j'appuie une troisième fois pour vraiment bien marquer une séparation. Et ici, je vais créer une nouvelle liste. Et dans cette liste, par exemple, je vais faire une petite liste de courses. Donc, admettons que j'aurais besoin d'acheter de l'eau, du pain, des céréales. Et admettons que maintenant, je souhaite trier ça par ordre alphabétique. Eh bien, je vais simplement sélectionner mes 3 paragraphes et je vais venir ici. Dans l'onglet paragraphes, je retrouve une option trier. Je clique. J'ai à présent des options qui me disent, bah tiens, comment tu veux trier ton texte ? Eh ben, je veux trier en paragraphe, type texte, par ordre croissant. Donc le tri par défaut en fait. Et je clique sur OK. Eh bien, vous voyez que du coup, il me l'a trié par ordre alphabétique. Et donc, j'aurais pu le faire ici, je l'ai fait sur un paragraphe, mais j'aurais pu le faire sur une liste. Voilà. Là, je vais rajouter des boissons. Eh bien, je resélectionne mes 4 éléments maintenant, et je refais un coup de trier. OK. Et vous voyez que maintenant, tout est de nouveau bien trié par ordre alphabétique. Ça peut être très pratique. Intéressons-nous maintenant aux interlignes, c'est-à-dire l'espace entre les différentes lignes d'un paragraphe ou d'une liste. Si je souhaite le modifier, en fait, c'est assez simple. Il me suffit de sélectionner les paragraphes desquels je désire modifier l'interligne. Et ensuite, ce que je fais, tout simplement, c'est que j'utilise cette icône-ci, interligne et espacement de paragraphe. Je clique et je n'ai qu'à venir choisir la valeur que je souhaite. Et je vois que du coup, je peux venir aisément définir l'interligne entre mes paragraphes. Donc ça fonctionne pour une liste, mais ça fonctionne aussi pour un paragraphe normal, bien évidemment. Ok, maintenant que nous avons vu les bases, on va commencer à s'attaquer à beaucoup de textes et avoir des options bien plus en détail. Premièrement, on va effacer tout ce qu'on a fait, on reste ici dans de la démo. Et donc pour ça, ce que je peux faire, c'est appuyer en même temps sur la touche CTRL et en même temps sur la touche A. Ça a pour effet de sélectionner l'entièreté de ce que j'ai fait. Tout le document en fait. Donc, maintenant que nous avons tout sélectionné, eh bien on appuie sur Delete. Ça a pour effet de tout supprimer. Mais alors attention, le premier paragraphe, il reste sur les options qu'on avait configurées. Donc si je tape ici, quelque chose, eh bien on voit que ça reste quand même dans la police de base. Donc on appuie sur la touche Backspace à fond, et on revient maintenant sur notre bouton effacer la mise en forme. On clique une fois dessus, ça remet tout par défaut. Et maintenant, on a besoin de beaucoup de texte pour pouvoir commencer à travailler. Alors, plutôt que s'embêter à tout taper nous-mêmes, je vous donne une petite astuce. Je vais taper égal lorem, comme ceci. J'ouvre une parenthèse, je tape 25, le nombre de paragraphes que je souhaite créer, virgule, et je tape 4, le nombre de lignes par paragraphe. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Ça a pour effet de me créer des paragraphes de démo, comme on le voit ici. Et là, on voit qu'on a 2 pages du coup. C'est bien pour commencer. Ce texte d'exemple, c'est ce qu'on appelle du lorem ipsum. C'est quoi du lorem ipsum ? C'est du texte que vous retrouvez comme exemple dans beaucoup de thèmes, etc., qui n'a pas tellement de sens, qui est très proche du latin, mais qui n'est pas du latin, petite nuance, et qui sert à tester des mises en page, etc. Donc vous retrouverez très souvent du lorem ipsum. Et voici comment on crée ces rewards. Donc maintenant, ce que je souhaite faire,
c'est attaquer la mise en page de ce document un petit peu plus volumineux, qui fait pour l'instant 2 pages, mais qui en fera certainement un petit peu plus par la suite. Et la première chose dont nous allons parler maintenant, eh bien ce sont les styles. Pour les styles, vous retrouvez cet onglet ici, dans la rubrique Accueil, Style. Et ce sont en fait des mises en forme par défaut que vous pouvez utiliser, mais aussi modifier. Par exemple, pour un titre, on utilisera très souvent un titre dans nos documents. Mais on ne va pas s'embêter à chaque fois à devoir mettre en gras, mettre en taille 18, changer un peu la police, mettre en souligné, etc. Donc on va définir ça une fois et on l'utilisera à chaque fois qu'on aura besoin d'un style. D'ailleurs, on voit dans cet onglet style qu'on a déjà des titres par défaut. Et on voit d'ailleurs que ces styles vont, dans la plupart des cas, s'appliquer directement à un paragraphe entier. Ici, je suis sur le paragraphe 1, on voit que j'ai cliqué ici quelque part. Si je viens survoler titre 1, on voit qu'il va essayer de me mettre tout le paragraphe 1 en titre. Bon là, c'est peut-être un peu trop pour un titre. On va garder juste le lorem ipsum. Donc je me place juste à côté d'ipsum. J'appuie sur Enter pour créer un paragraphe. On voit qu'il y a un espace en trop ici. Donc je vais le supprimer. Je pourrais venir ici, juste devant le D, hop, et appuyer avec la touche Backspace. Je vais venir me placer dans le premier paragraphe que je souhaite avoir comme titre. Je vais dans Style et je clique sur Titre 1. On voit qu'il me l'a appliqué sous forme de style. Parfait, j'ai mon titre. Je vais descendre un peu plus bas. Ici, j'ai Maurice et Orki. Bon, je vais me placer juste après Orki. J'appuie sur Enter. J'enlève l'espace et le point qui reste. Et le Maurice et Orki, moi, j'ai envie de me dire que ça va être un titre, mais cette fois-ci de niveau 2. Donc je clique et je fais titre 2. C'est un sous-titre en somme. On voit qu'il est plus petit que le titre 1. Et je vais faire pareil, un petit peu plus bas ici, sur ce mot-ci. Je me place juste après, j'appuie sur Enter, j'enlève le petit espace, je reviens sur le mot, et pareil style, et je le remets en titre 2. Ok. On voit maintenant qu'on a un titre et des titres 2. C'est comme ça que fonctionnent les styles, et on verra que ça sera utile aussi, par exemple, pour définir une table des matières, ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais maintenant, admettons que, mon titre, ok, c'est sympa, mais j'ai envie de le modifier. J'ai envie que ce style de titre, au final, ça soit autre chose. Eh bien, je peux le faire. Je vais venir ici sur le titre 2. Je le sélectionne et je vais faire quelques petites modifications. Par exemple, je vais changer la police. Je vais choisir une autre police. Celle-ci, par exemple. J'ai envie de le mettre dans une taille plus petite, en 14 par exemple, toujours. Et j'ai envie de changer un peu la couleur. Voilà, j'ai changé maintenant tous ces paramètres. Eh bien, ce que j'ai envie, c'est que tous les autres titres que j'ai déjà utilisés, eh bien, suivent le même changement. Eh bien oui, au final. Eh bien ça, c'est possible. Et c'est possible sans devoir s'amuser à le refaire à chaque fois. Pour ça, je vais m'assurer de bien avoir sélectionné toujours le titre que j'ai modifié, le titre 2 ici dans ce cas-ci. Je vais aller dans Style, et sur Titre 2, je vais faire un clic droit. Et je vais faire Mettre à jour Titre 2 pour correspondre à la sélection. Voilà, maintenant, tous les éléments que j'ai définis dans mon document, que ce soit la première page ou la page 150, qui sont définis en Titre 2, se sont vus appliquer les mêmes modifications. Et ça va même plus loin que ça, parce que maintenant, si je vais un peu plus loin, et que je me dis, tiens, ça, j'ai envie que ça soit aussi un titre 2, eh bien maintenant, quand je lui applique titre 2, c'est bien la modification qui s'est appliquée. Donc vous savez maintenant une façon de modifier les styles. Mais il y en a d'autres. Je pourrais très bien aller dans Style, titre 1, faire un clic droit, donc le titre 1, c'est celui qu'on a appliqué ici tout en haut, et cette fois-ci, choisir Modifier. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre et je peux venir modifier dans cette fenêtre les paramètres de mon style. Donc là aussi, je peux dire, non, j'ai pas envie d'une taille 20, j'ai envie d'une taille 22. J'ai envie aussi qu'il soit en gras et j'ai envie qu'il soit en italique. Et j'ai envie que la couleur, eh bien maintenant, ce soit un bleu plus foncé. Je clique ensuite sur OK.
Et maintenant, la modification s'est effectuée. Et quand je créerai un autre titre 1, on va le faire un peu plus loin. Ici, par exemple, j'appuie sur Enter. Hop, je le sélectionne ou je clique quelque part dans le paragraphe, c'est la même. Je vais dans Style et je lui applique titre 1. On voit bien que c'est maintenant le style que j'ai géré. Donc vous voyez maintenant comment gérer ces styles, et c'est un mécanisme très puissant dans Word. Je vous conseille vraiment de vous forcer au début à les utiliser. Vous verrez que avec le temps, et si le document fait déjà plus de 2-3 pages, ça va être très vite rentabilisé. D'ailleurs, ce style, eh bien, il est utilisé par défaut dans Word. Tout ce que vous tapez, voilà, comme ici, ce qu'on a tapé de base, c'est dans le style normal. Ça veut dire que si j'ai envie de modifier maintenant la façon avec laquelle j'écris, et tout ce qui est écrit ici, eh bien, je peux venir dans Style et modifier le style normal. Donc je fais un clic droit dessus, modifier, et maintenant je peux venir modifier ça à ma guise. Ça veut dire que de base, c'est dans cette police-là en taille 11, et bien si j'ai envie que ça soit en taille 12, je clique sur taille 12. Et si je veux d'ailleurs même plus d'options, je clique sur Format, et j'ai accès à plus d'options sur la police, le paragraphe, les tabulations, la bordure, la langue, etc., etc. Donc vous voyez que j'ai beaucoup d'options. Admettons que j'aille sur Paragraphe. Eh bien, j'ai maintenant la fenêtre Paragraphe qui s'ouvre. Et ici, je peux régler encore plus d'options, comme je viens de vous le dire. Et donc, du coup, par exemple, pour interligne, je peux cliquer et choisir une interligne de 1,5. Ce qui va espacer plus les lignes de mon paragraphe. Je peux aussi augmenter l'espacement avant mon paragraphe ou après le paragraphe. Donc, je vais dire que voilà, ici, je veux 6 points avant mon paragraphe. Je clique ensuite sur OK. Et OK. Et j'ai maintenant ma police par défaut, mon style par défaut, qui vient de se modifier. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et à la limite, quand je commence un document, eh bien, je modifie en priorité le style normal, celui-ci, pour vraiment être raccord avec la façon standard de taper. Ensuite, je modifie mon titre 1, mon titre 2, etc. Et vous voyez que j'ai plusieurs niveaux qui peuvent être appliqués. 1, 2, 3, sous-titres, etc., etc. Avoir modifié le style normal, d'ailleurs, vous le voyez, si je reviens ici à la suite, et que je retape encore un petit peu de lorem ipsum, je vais faire pareil, égal lorem, ouvrez la parenthèse, 10 paragraphes maintenant, de 3 lignes chacun. On ferme, on appuie sur Enter. Eh bien, vous voyez maintenant que c'est ce nouveau style par défaut qui est appliqué. Donc ce travail sur les styles, il est vraiment très important dans Word. Et il va vraiment vous faire gagner du temps. Mais surtout de la cohérence. On peut d'ailleurs créer nos propres styles. On va créer un style pour quelque chose d'important. Pour ça, on va d'abord faire la mise en forme que l'on souhaite. Donc par exemple, je vais venir ici, choisir un ou deux mots au hasard, et je vais mettre ça en rouge, en gras et en police 14. Maintenant que j'ai fait ma mise en forme, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Style et je vais créer un style. Je lui donne un style et on voit d'ailleurs qu'il me donne un aperçu et je vais l'appeler important. Je fais OK. Et voilà, mon style est créé sur base de la mise en forme que j'ai appliquée à ma sélection. Maintenant, si je viens choisir un autre mot, style, je choisis important, eh bien ça s'applique de la même façon. Alors le style, je vois que par défaut, si je clique dans un paragraphe et que je vais dans style, il l'applique à tout le paragraphe. Maintenant, si je viens sélectionner uniquement quelques caractères et que j'applique mon style, il l'applique, si possible, à ces caractères-là. Maintenant, si je désire supprimer un style, le style que j'ai créé par exemple, eh bien il me suffit de faire un clic droit et de choisir supprimer de la galerie de styles. Je peux également le renommer ou le modifier si je souhaite, exactement d'ailleurs comme on a fait précédemment. Parcourons maintenant un peu notre document pour utiliser les styles titre 1 et titre 2 que nous avons modifiés précédemment. Donc ici, j'ai déjà utilisé pas mal. Voilà, ici j'ai utilisé une deuxième fois le titre 1 et donc je vais rajouter 2 fois un titre 2 par exemple. Donc ici par exemple, je viens style titre 2 et ici. Voilà, maintenant quand on regarde notre document, eh bien on voit bien qu'on a vraiment un document type, on va dire quelque part, avec des titres principaux, des sous-titres, des paragraphes.
Donc ça commence vraiment à ressembler à quelque chose et c'est fait proprement. Ok, maintenant on a notre document sur plusieurs pages et on a des titres, etc. Donc ça commence vraiment à devenir sympa. On va à présent ajouter des en-têtes et des pieds de page. Alors pour faire ça, ce que j'ai besoin de faire simplement, c'est de venir avec ma souris double-cliquer sur cet espace qui est normalement réservé aux en-têtes ou bien sur cet espace qui est normalement réservé aux pieds de page. Petite démo, je double-clique et on le voit bien d'ailleurs que je clique sur un pied de page ou sur une en-tête, ça m'active les deux zones que je peux venir éditer. Donc là j'ai un pied de page en bas et là j'ai une en-tête en haut. Le principe, c'est que tout ce que je vais venir marquer sur pied de page ici, ou sur en-tête ici, va se répéter dans toutes les pages de mon document. On verra d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo comment créer des en-têtes et des pieds de page différentes sur certaines pages. Donc restez bien avec moi. Mais pour l'instant, on va gérer ça. Remarquez aussi que quand on est dans cette zone-ci, le reste du document est grisé et que le ruban vient se positionner dans une nouvelle rubrique qui est cachée par défaut et qui est en-tête et pied de page. Si je veux quitter ça, simplement je double-clique ailleurs dans mon document et on voit qu'on revient par défaut. Donc je viens dans en-tête et pied de page, je double-clique et je vais commencer par venir dans mon en-tête ici. Là, je vais taper formation complète Microsoft Word par Bertrand.tech. En fait, plus ou moins le titre du document. Je viens choisir tout ça, et je reviens dans Accueil, et je vais centrer ce texte-ci. Aussi, je ne vais pas le mettre en noir par défaut, mais je vais venir le mettre dans une nuance de gris. Et enfin, je vais plutôt le mettre en police 10. Voilà, c'est bon, je double-clique ailleurs, et on voit du coup que cette annotation, elle est maintenant dispo sur toutes les pages en en-tête. Prenez n'importe quelle page du document, c'est disponible. On va maintenant utiliser le même principe pour insérer le numéro de page. Pour ça, je reviens et cette fois-ci, je vais le mettre dans mon pied de page. Donc, je double-clique sur un pied de page. Je retourne dans la même configuration de Word. Et cette fois-ci, par contre, je vois que j'ai des menus ici, en-tête, pied de page, numéro de page, etc. Eh bien, tout ça va me permettre justement d'aller un peu plus loin dans les en-têtes et pieds de page. Si je vais dans en-tête ou dans pied de page, en fait ici j'ai quoi? J'ai des modèles de base que je peux utiliser directement. Bon, nous c'est pas ce qu'on va faire, on va aller plus loin et on va le faire manuellement, mais au moins vous savez que c'est disponible. Par exemple ici, j'ai un modèle de base avec le numéro de page. Donc je pourrais très bien l'utiliser. Et ce que je peux faire, eh bien, c'est aller dans numéro de page ici, et là, vous retrouvez des modèles qui comprennent uniquement la numérotation de page. Donc, je vais aller dans bas de page, c'est ça dont j'ai besoin, et je vais choisir, par exemple, numéro normal 3, donc le numéro normal, mais avec la numérotation à droite. Je clique. Et directement, il me l'a ajouté. Donc ça, c'est parfait. J'ai plus qu'à double-cliquer ailleurs. Et la spécificité de ça, eh bien, c'est que par rapport à ce que j'ai fait ici dans le haut de page, eh bien ici, le numéro, lui, change automatiquement. C'est une sorte de champ calculé. Et ça, je l'ai fait grâce au modèle. Mais je pourrais le faire tout à fait manuellement. Donc pour ça, je reviens dans mon pied de page, je double-clique, et je l'efface. Voilà, avec le bouton Backspace. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire autre chose, c'est que je vais aller dans Descriptif du document, ici dans le bouton Insérer, Descriptif du document, et je vais choisir Champ. Ici, j'ai une sélection de plusieurs champs que je peux utiliser et qui vont à chaque fois faire des choses spéciales au niveau de mon document, mais qui seront entre guillemets calculées. C'est ça l'idée du champ, c'est que ça sera calculé informatiquement, comme le numéro de page par exemple. Donc je descends un peu et je vais aller chercher page. Au niveau du format, je choisis 1, 2, 3, le premier, mais je pourrais choisir celui de mon choix et je fais OK. Et ici, vous voyez du coup que on revient plus ou moins au même résultat, mais au moins je vous ai montré comment avoir la main à 100% manuellement. Et ici, je peux très bien venir devant mon numéro de page et marquer page, espace. Je peux venir d'ailleurs après
est marqué page 4 sur le total de pages. Donc je refais un espace et cette fois-ci, je retourne dans descriptif du document, champ, et choisir num page. Et là, je choisis 1, 2, 3 au niveau du format et je clique sur OK. Et là, on voit page 4 sur 4. On voit bien du coup que c'est page 3 sur 4, etc. Et que se passe-t-il si j'ajoute des pages? Je vais encore ajouter un petit peu de lorem. Donc, égal lorem 10 paragraphes de 5 lignes. Et bien là, on voit que le nombre de pages, il s'est bien mis à jour et donc ça fonctionne au niveau de notre numérotation. Et donc ça, c'est vraiment parfait. Ceci dit, imaginons qu'on imprime vraiment notre document en recto verso et donc qu'on affiche page gauche et page droite. On aurait envie, du coup, d'avoir peut-être sur les pages de gauche ce numéro de page ici à droite et sur les pages de droite ce numéro-ci ici à gauche. Et bien ça, on peut le faire très facilement dans Word. Et comment fait-on ça? Eh bien, on va revenir sur le pied de page, on double-clic. Et simplement, je vais cocher la case ici dans le menu, page paire et impaire différentes. Je clique. Et à partir d'ici, eh bien, premièrement, ce qu'on voit, c'est qu'on a pied de page impair ici à gauche. Là, on voit qu'il y a la précision qui s'ajoute. Et si je descends ici, on voit pied de page paire. Et là, on voit bien du coup que sur le pied de page impair, eh bien, on a le pied de page qu'on avait créé, mais pas ici sur les pages paires. Donc maintenant, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre formation complète Microsoft Word par Bertrand.tech. Je vais faire un clic droit, je vais faire copier et je vais venir le remettre dans mon en-tête de page paire. Clic droit et on fait coller. Donc pour les coller, vous avez d'ailleurs plusieurs options de collage. Conservant la mise en forme source avec ce logo-ci, en mettant la mise en forme sur la mise en forme prévue là où on colle, en tant qu'image, ou simplement en conservant le texte. Nous, on va choisir le premier, conserver la mise en forme source. Voilà, là c'est bon. Et je vais faire pareil ici. Je vais reprendre mon en-tête qui est sur la page impair, clic droit, copier. Et ici, clic droit, on colle en conservant la mise en forme. Sauf que maintenant, on revient dans Accueil et on passe le paragraphe alignement à gauche. Maintenant, je double-clique ailleurs. Et on voit bien que sur mes pages paires, j'ai mis le numéro de page à droite. Et sur les pages impaires, j'ai mis le numéro de page à gauche. Et voilà donc comment créer des en-têtes et des pieds de page différentes en fonction de si on est sur une page paire ou une page impaire. Plus tard dans la vidéo, on verra carrément comment créer des en-têtes et des pieds de page différents dans une partie bien précise d'un document Word. Ok, et maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ajouter une page de garde. Alors pour ça, on peut aller dans le menu Insertion, et on voit qu'on a un onglet ici, Page de garde. Je clique, et je peux choisir parmi différents modèles pour créer une page de garde pour mon document. On va prendre quelque chose de très simple, comme celle-ci par exemple, on clique, et directement, on voit qu'une page de garde prête à être personnalisée vient d'être ajoutée à mon document. Je peux maintenant venir modifier tout ça simplement en cliquant. Donc dans le titre du document, ici par exemple, je vais cliquer et je vais modifier ça en Microsoft Word, formation complète. Et dans le sous-titre, je vais cliquer et je vais mettre avec Bertrand.tech. Je clique ailleurs et c'est bon. Je peux bien sûr la personnaliser comme je voudrais, mais j'ai maintenant ma page de garde. Et ça, très facilement. Et maintenant, j'ai une page de garde, j'ai mon document, eh bien, j'ai certainement envie d'avoir une table des matières. On va faire ça ensemble. Et pour ça, on va s'appuyer, et ça c'est très important pour créer une table des matières, sur les styles qu'on a créés précédemment. En fait, la première étape, qu'on a déjà faite ensemble du coup, pour avoir notre table des matières, eh bien, c'est d'avoir des titres et des sous-titres, si on veut, qui soient, et ça c'est très important, réalisés avec des styles. Donc ça, on l'a fait. Et nous, on va insérer une nouvelle page. Alors pour insérer une nouvelle page, ça peut être fait très simplement. Donc pour ça, je vais cliquer ici juste avant mon titre. Et toujours dans le menu Insertion, je vais choisir Page vierge. Là on voit, ça m'a ajouté carrément une nouvelle page juste avant mon curseur. Donc je peux le faire à peu près n'importe où, j'aurais pu le faire ailleurs, juste pour vous montrer.
insertion, page vierge. Vous voyez que là, du coup, ça l'a intégré ici. Bon, là, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais annuler. Pour annuler, d'ailleurs, vous pouvez utiliser ce bouton-ci, annuler, qui annulera la dernière action que vous avez faite. Si vous voulez la rétablir, d'ailleurs, vous pouvez appuyer sur ce bouton rétablir. Donc, nous, on revient là où on a créé notre nouvelle page. Et là, je vais marquer table des matières. Et j'appuie sur Enter. Donc, vous voyez, comme on l'a inséré là où on avait notre style de titre, ça restait sur le style de titre. On aurait pu très bien changer le style dans l'onglet style. Mais voilà. Maintenant, pour insérer ma table des matières, eh bien, je me place là où je souhaite l'insérer, donc juste ici, ça va très bien. Et je vais aller dans Références, et tout ce qui sera relatif du coup à la table des matières, eh bien, ça sera dispo ici, dans Table des matières. Là, je vais cliquer sur Table des matières, et je dispose de plusieurs modèles de table des matières. Je clique sur le premier, par exemple, et automatiquement, la table des matières vient s'ajouter en prenant en compte les titres 1, 2 et 3 que j'ai ajoutés. On voit qu'on a bien les sections et les sous-sections, en gros, les titres 1 et les titres 2. Donc, c'est parfait. Maintenant, un détail qui a toute son importance, c'est que la table des matières ne va pas se mettre à jour automatiquement. Ça veut dire que, si je viens ici, par exemple, et que je change un titre de page, ou qu'au contraire, j'en crée un nouveau ici, ben voilà, dans la dernière page, là, la page 5, je vais venir ajouter un titre, puisque, voilà, ici, hop, toujours la même méthode, hein, je le sélectionne, accueil, et on va le mettre en titre 1. Et bien maintenant, si on revient dans notre table des matières, celui-là, on ne le voit pas. On voit qu'on n'a rien qui est relatif à la page 5 dans laquelle je viens de faire ma modification. Je dois la mettre à jour. Pour ça, je clique sur la table des matières et vous voyez que j'ai un bouton « Mettre à jour la table ». Je clique. Ici, il me demande si je souhaite uniquement mettre à jour les numéros de page. Donc, il ne prendra pas en compte les titres qui ont été modifiés ou nouvellement créés. Ou si je souhaite mettre à jour toute la table. Je vais choisir mettre à jour toute la table vu que j'ai bien ajouté un titre. Et je clique sur OK. Et là, on voit que la table des matières a été mise à jour. Donc ça, je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Pour votre table des matières, vous devez la mettre à jour si vous avez fait des modifications. On commence maintenant à bien progresser sur Microsoft Word et on voit qu'on a notre document, on a une page de garde, on a une table des matières, on a un document avec des titres, des sous-titres, un en-tête, un pied de page, qui est même différent en fonction si on est sur une page paire ou impaire. On a des styles, bref, on commence à vraiment avoir bien Microsoft Word en main. Et on va aller un peu plus loin et on va s'intéresser maintenant à la mise en page de l'ensemble de notre document. Et pour ça, on va déjà aller dans l'onglet Mise en page qui se trouve juste ici. Ici, je vais pouvoir, par exemple, définir les marges autour de ma zone d'écriture. Donc pour ça, dans Mise en page, je peux venir sur Marge et je vois que par défaut, j'ai des gabarits qui sont personnalisés. Alors ça veut dire quoi ces marges? Haut, gauche, bas, droite? Eh bien sûr, ce sont les marges qu'on retrouve ici, à gauche, à droite, en haut, en bas de notre zone de texte. Par exemple, si on veut les modifier, si vous avez un travail à effectuer, peut-être qu'on vous a donné des consignes de ces marges-là, eh bien vous allez sur Marge, et ici, vous pouvez choisir Marge personnalisée et définir maintenant haut, gauche, bas, droite, etc. la marge que vous souhaitez. Et donc, par défaut, à gauche, elle est de 2,5 cm. Et bien, si on a envie d'avoir une marge maintenant de 3,5 cm, il nous suffit de venir éditer ça facilement. Hop, 3,5, on met 3,5 partout, on clique sur OK, et la marge a été mise à jour. On voit maintenant que notre texte est beaucoup plus centré dans la page. On a des marges beaucoup plus importantes de tous les côtés de notre document. On peut aussi travailler avec une orientation différente. Ça veut dire que par défaut, là, notre document il est en portrait. On pourrait aller dans Orientation et choisir Paysage. Ici, on voit du coup que l'ensemble du document se met à jour et que maintenant, tout le document est disponible dans le format paysage, ça veut dire la feuille tenue en longueur. Alors attention, là par contre, ça a fait tout ça sur l'ensemble du document.
Un peu plus tard dans cette vidéo, on verra comment appliquer ça à une partie bien précise du document. Restez avec nous. Mais du coup, là, on va le repasser en portrait, comme on avait prévu initialement. On peut aussi travailler avec la taille du papier qu'on utilise. Donc là, par défaut, quand vous créez un document sur Word, on est sur du A4, une feuille standard. Mais dans taille, vous pourrez très bien vous dire, ok, non, moi je travaille plutôt sur un autre type de papier. Et donc du coup, adapter ça. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais si jamais vous en avez besoin, par exemple pour imprimer des enveloppes, pourquoi pas, eh bien sachez que dans taille, vous pouvez modifier ça. Enfin, l'option colonne ici est assez sympa également. Ça vous permet d'avoir une mise en page non plus suivie comme par défaut, mais sous forme de colonne. Si je viens sur colonne et je tape sur 3 colonnes par exemple, eh bien on voit que le texte maintenant s'écrit colonne par colonne sur l'ensemble du document. Maintenant attention, souvent on ne va pas mettre l'ensemble du document sous forme de colonne, quoi que ça puisse arriver, mais encore une fois, une partie bien précise. Et ça, on verra encore une fois un peu plus tard. Donc moi je vais repasser sur une colonne et on voit que tout le document du coup repart maintenant sur une seule colonne. Continuons un peu notre mise en page de document. Et cette fois-ci, on va aller dans l'onglet Conception. Ici, vous trouvez arrière-plan de la page disponible ici et 3 options, le filigrane, la couleur de page et la bordure de page. Et bien ça va vous permettre de jouer bien sûr sur ce qui est indiqué ici. Donc bordure de page, quand je clique, je vais pouvoir afficher par exemple un encadrement, de la 3D, un effet d'ombre, etc. Donc admettons que je fasse ici un effet d'ombre, donc je choisis effet d'ombre. Je peux venir régler le style, la couleur, etc. Ici, je vais laisser par défaut. Et je peux choisir de l'appliquer à tout le document ou à cette section. Alors à cette section, ça prendra sens quand on aura vu ensemble les sections, justement. Là, on va choisir à tout le document et on fait OK. Et vous voyez maintenant qu'on a un cadre qui vient se mettre ici autour avec un effet d'ombre sur le cadre. Donc bien sûr, vous pouvez modifier ça dans bordure de page, repasser à aucune si vous le voulez, ou aller plus dans le détail. Donc dans mon effet d'ombre, je peux venir ici par exemple choisir le style en pointillé pour pas avoir une bordure pleine, mais bien des pointillés. Et je peux demander des plus gros pointillés ici en 6 points par exemple et faire OK. Et ici, vous voyez la différence. Bien sûr, si j'ai envie de rien du tout, je reviens sur bordure de page et je choisis aucune. Parlons maintenant de la couleur de page. Donc par défaut, on imprime sur une page blanche, mais si on veut venir modifier ça, couleur de page, et ici vous avez toute la possibilité de choisir des couleurs différentes au niveau de la page. Admettons que je choisisse un gris très clair. Attention du coup, on ne voit plus très bien mon en-tête, qui est aussi en gris très clair sur du gris très clair, donc je vais juste venir modifier pour mon en-tête et la mettre dans une autre couleur, comme du noir foncé. Comme j'ai une page impaire et paire différente, eh bien là je vais faire pareil ici. Je mets en gras en noir foncé. Enfin, toujours dans l'onglet Conception, vous avez l'option Filigrane qui vous permet de mettre un filigrane à travers tout, comme par exemple confidentiel ou brouillon, etc. pour, entre guillemets, protéger votre document. Voilà, là j'ai choisi brouillon. Et brouillon s'affiche à travers tout. Alors encore une fois, comme j'ai du gris clair ici sur ma couleur de page, eh bien on voit que le filigrane il se voit pas tellement. Donc je reviens dans filigrane, filigrane personnalisé, et au niveau de la couleur, vous voyez ici, je vais choisir par exemple du rouge. Vous voyez que d'ailleurs vous pouvez changer le texte, la police et la taille dans cet écran si vous le désirez. Je clique sur appliquer. Et maintenant, pour supprimer le filigrane, si j'ai envie de le supprimer à présent, eh bien je viens sur filigrane et je fais supprimer le filigrane. Ok, maintenant on va commencer à s'attaquer à tous les éléments qu'on va pouvoir rajouter dans notre traitement de texte. Les tableaux, les images, etc., etc. Bref, vous allez voir, il y en a pas mal. On va commencer avec les tableaux. Alors ça, hop, 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 on va venir à la suite et on va s'insérer un petit tableau. Donc, je viens à la suite, j'appuie sur Enter, je vais marquer les tableaux
dans Word, hop, c'est un titre. Et on va partir dans Insertion et puis Tableau. Ici, quand vous cliquez sur Tableau, vous avez un petit ensemble de carrés qui s'affichent. Et donc simplement, ça vous montre le nombre de colonnes que vous souhaitez, ainsi que le nombre de rangées. On va partir dans un exemple tout simple. On va prendre ici 3 x 2, par exemple. Je clique et ça insère directement mon tableau. Et ce que vous voyez, c'est que quand on est dans le tableau, on a la possibilité bien sûr de cliquer dans les cellules que l'on souhaite pour venir rentrer le texte que l'on veut, mais on a aussi un menu création de tableau et mise en page qui apparaît, qui disparaît quand on n'est plus dans le tableau et qui réapparaît quand on est de nouveau dans le tableau. Dans création de tableau, vous avez des options assez intéressantes comme le style de tableau. Donc par défaut, vous avez le style de base, mais vous pouvez très bien partir, vous le voyez ici, sur tout un ensemble de styles différents. Donc on en voit déjà quelques-uns ici. Quand on survole, vous voyez que le tableau se met en forme, mais quand on appuie ici sur cette flèche-ci, eh bien vous voyez l'ensemble des styles disponibles directement dans Word. Admettons qu'on fasse un petit tableau avec les différents logiciels d'Office. Donc on aura une colonne logiciel et ensuite une colonne utilité. Vous pouvez passer de cellule en cellule en appuyant simplement sur la touche Tab de votre clavier. Ça vous fait gagner pas mal de temps si vous avez un grand tableau à compléter. Ici, on va mettre par exemple Word. Ça sera un traitement de texte. Excel, c'est un tableur. Et ici, vous voyez que on n'a plus de place. Et là, il y a différentes façons d'en créer. La plus simple, si vous êtes ici à la suite, c'est d'appuyer une nouvelle fois sur Tabulation. Hop, ça vous crée directement une nouvelle ligne. Bon, je vais revenir en arrière pour vous montrer les autres. Je peux faire un clic droit, faire Insérer, et ensuite insérer des lignes en dessous. Ça fonctionne également. Ou je peux passer dans le menu Mise en page et choisir Insérer dessous. Ça marche également. Donc maintenant, j'ai la place pour marquer PowerPoint. Et ici, Présentation. Maintenant, admettons que je désire avoir une troisième colonne. Et bien là aussi, je peux faire un clic droit, Insérer, Insérer des colonnes à droite. Et ça m'insère une colonne directement à côté de la colonne sélectionnée. Si je l'avais fait ici, insérer des colonnes à droite, ça l'aurait inséré ici. Bon, j'annule. Ici, je vais marquer inclus dans Office. Et là, du coup, on sera oui, oui et oui. Regardez d'ailleurs comme ça va très vite d'utiliser la touche tabulation pour naviguer dans le tableau. Si je souhaite maintenant redimensionner les colonnes, eh bien je passe mon curseur au milieu de la colonne et je clique et je maintiens et hop, je viens redimensionner comme je le souhaite. Bien sûr, dans l'onglet mise en page, je retrouve également insérer à droite, insérer à gauche, etc. Bref, ce qui me permet d'insérer des lignes et des cellules. Maintenant, admettons que je souhaite ajouter une cellule qui serve un peu de gros titre principal. Eh bien, je peux insérer au-dessus. Vous voyez ici. Et là, ce que je peux faire, c'est fusionner ces cellules. Donc je les sélectionne, je clique, je maintiens et hop, je viens sélectionner les trois. Et je peux ensuite cliquer sur fusionner. Et vous voyez que du coup, ça devient une grande cellule à part entière. Ici, je vais marquer logiciel de Microsoft Office. Au niveau de la mise en page maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules vont fonctionner comme des paragraphes. Ça veut dire que si je viens dans cette cellule, je vais dans Accueil, et je viens aligner, centrer, eh bien je vois que ça vient centrer uniquement la cellule, un peu comme si c'était un paragraphe. Pareil ici, hop. Bien sûr, je peux venir sélectionner plusieurs cellules, hop, et appliquer d'un seul coup. On retourne dans le menu création de tableau, qui est vraiment accessible uniquement si vous êtes dans une cellule.
et je peux activer des options supplémentaires. Par exemple ici, je retrouve trame de fond, je clique et je peux venir choisir le fond de ma cellule. Ok, on a déjà bien avancé sur les tableaux et maintenant on va encore faire quelques petites choses de finition qui nous permettront d'en apprendre plus. Par exemple ici, on voit qu'on a 3 fois oui. Et donc quelque part on aurait envie de fusionner ces cellules, un peu comme on l'a fait ici. Et bien c'est ce qu'on va faire, je sélectionne les 3, je vais dans mise en page et ici je pourrais toujours utiliser fusionner comme on l'a fait. Sachez que c'est aussi accessible avec le clic droit, fusionner. Ça revient à la même chose. Maintenant, ici, on va enlever les 3 oui différents. Donc, je vais venir sélectionner les 2 oui qui sont ici et j'enlève. Alors, on voit, attention ici, qu'on a toujours de l'espace vide. Donc, j'appuie sur Backspace pour revenir vraiment à juste avoir un seul oui sans espace, sans rien ici, parce que j'ai envie de l'aligner. Alors, je pourrais me dire, je vais aller dans Accueil et je vais l'aligner ici au centre. Ok, mais j'ai aussi envie de l'aligner verticalement. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va dans Mise en page, toujours avec la cellule de sélectionner. Et vous voyez qu'ici, dans Alignement, j'ai la possibilité d'aligner différemment le contenu de mon tableau. Et donc ici, sur ce bouton du milieu, je vais le centrer verticalement et horizontalement. Enfin, je vais passer ma colonne de titre ici, Logiciel, Utilité et inclus dans Office, dans un autre style pour le différencier des données. Et donc pour ça, je sélectionne les 3. Je vais dans Création de tableau et dans Trame de fond, je vais passer une couleur, voilà, ici comme du bleu clair par exemple. Je peux aussi dans Accueil passer les caractères en gras. Ok, on est bon sur notre tableau. Sachez aussi que vous avez la possibilité de le manipuler en utilisant cette petite flèche pour le déplacer par exemple là où vous le souhaitez. Maintenant, je viens à la suite du tableau et j'appuie sur Enter. On passe à autre chose. Et la prochaine chose que nous verrons ensemble, ce sont les images. Donc maintenant, dans beaucoup de choses, on va utiliser en fait ce menu Insertion. Et vous le voyez, vous avez la possibilité d'utiliser des images, des formes, des icônes, des modèles 3D, des graphismes Smart Art, des graphiques, des captures d'écran, etc., etc. On va voir tout ça ensemble. Et on va commencer simplement par les images. Pour insérer les images, vous l'aurez compris, on est dans Insertion, Images. Ici, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez choisir cet appareil pour aller choisir des photos qui sont disponibles, par exemple, sur votre ordinateur. Donc, pas de souci avec ça. J'ai justement préparé une photo pour vous le montrer. Donc, je vais cliquer sur cet appareil jusqu'à trouver l'image de votre choix. Donc, moi, j'ai préparé une image ici. Et vous voyez qu'ensuite, elle s'insère directement sur votre page. Alors, si j'ai envie de la redimensionner, simplement, je clique dessus. Et vous voyez que j'ai des poignées ici, ici ou en bas qui me permettent de le faire. Donc je clique, je maintiens et je viens glisser vers le bas pour diminuer sa taille. Et notre image est insérée à notre convenance. Alors par défaut, elle va se comporter comme du texte. Ça veut dire que si je viens sur Accueil, vous voyez qu'ici, elle est alignée à gauche. Si je viens l'aligner au milieu, elle s'aligne au milieu. À droite, elle s'aligne à droite. Mais je peux changer ce comportement-là. Pour ça, je vais faire un clic droit sur mon image et je vais aller dans Habillage, ici, dans le menu qui s'affiche. Vous avez à présent la possibilité de changer, c'est-à-dire en encadrer, en adapter au travers ou en bas ou derrière ou devant le texte. Prenons par exemple derrière le texte. Je la sélectionne comme ça. Et à partir de ce moment, cette image elle est totalement flottante. Vous voyez que je peux la prendre et la déplacer où je souhaite et venir la passer comme ça derrière mon texte absolument sans aucun problème. Je peux bien sûr changer ça et la voir devant le texte. On est dans le même comportement, l'image elle est toujours flottante, mais cette fois-ci elle cache le texte devant laquelle l'image est. Vous voyez que je dispose d'autres façons de placer mon image. À vous de voir comme vous le préférez. Moi, je vais la remettre par défaut. Clic droit, habillage, aligner sur le texte. Vous pouvez bien sûr toujours déplacer votre image, mais cette fois-ci, elle se comportera en paragraphe. Vous pouvez aussi avoir accès à ces options en faisant un clic droit et en choisissant taille et position.
Ici, dans Habillage du texte, dans cet onglet-ci, vous retrouvez les options. Maintenant, vous avez accès à beaucoup d'options supplémentaires quand une image est sélectionnée, grâce au menu Format de l'image qui devrait à présent s'afficher dans le menu ruban. Quand je clique, on voit qu'on a pas mal d'options disponibles. Par exemple, ici, dans Effets artistiques, vous voyez qu'on peut appliquer comme des filtres sur l'image pour avoir par exemple sous forme de peinture, sous forme de croquis crayon, etc., etc. Ici, par exemple, je peux appliquer un effet de flou. Je clique et vous voyez que l'effet s'applique sur l'image. Alors attention, par défaut, ici on n'a pas un gros niveau de flou, mais on peut régler l'intensité. Pour ça, Effets artistiques, Options des effets artistiques. J'arrive à présent dans Format de l'image, ici à droite, dans ce menu latéral, et c'est ici que je peux venir régler ça. Vous voyez que dans Effets artistiques, on a toujours le flou qui est sélectionné, mais j'ai maintenant Rayon qui est disponible, et au plus je l'augmente, au plus la quantité de flou appliquée sur mon image sera grande. A l'inverse, au plus je le baisse, au plus l'effet sera minime. D'ailleurs, il est à noter que beaucoup d'options qui se trouvent ici, dans le menu ruban Format de l'image, se trouvent aussi d'ailleurs en fait dans ce menu latéral Format de l'image. Il s'agit d'une disposition un peu différente et plus complète des informations. Vous pouvez aussi régler la couleur, par exemple créer des noirs et blancs, etc., appliquer des filtres de couleur. Vous pouvez régler la transparence de votre image. Vous pouvez y appliquer des corrections. Choisir des bordures. Vous voyez ici par exemple que je peux choisir une bordure par exemple noire. Et dans bordure de l'image toujours, dans épaisseur, je peux venir régler son épaisseur. Je peux appliquer certains effets d'image, pour appliquer des effets d'ombre, de réflexion, de lumière, de bord estompé, de biseau et même de rotation 3D. Habillage et position sont d'ailleurs disponibles ici également. Comme je vous l'ai dit, dans ce menu latéral droite, ici Format de l'image, on retrouve les options. Vous voyez par exemple contour que j'ai changé, eh bien, il est disponible ici également de façon plus complète. Par exemple, je peux le repasser sur aucun trait et on voit que le contour du coup disparaît. Vous pouvez d'ailleurs accéder, regardez ici, je quitte, directement à ce menu Format de l'image en faisant un clic droit sur l'image et en choisissant l'option Format de l'image. On revient dans ce volet latéral. Pour vous montrer un peu, on va ajouter des effets d'ombre. On va ajouter un effet de reflet. Voilà, regardez à chaque fois, je choisis la présélection et après je peux venir gérer ça de façon plus complète dans ces menus. Je vais ajouter un effet d'éclat, de halo autour de mon image. Voilà, activer tout d'un coup, ça va pas donner un résultat super joli, même plutôt kitsch. Il faut mieux doser, mais comme ça je vous montre un peu les options. Je peux ajouter un bord estompé, un format 3D, un effet de rotation 3D et un effet artistique comme le flou qu'on a déjà appliqué. Vous voyez que les options sont quand même très complètes pour mettre en forme vos images. Mais ce n'est pas la seule façon d'insérer une image dans Word. Bien sûr, vous pouvez travailler par copier-coller, mais toujours dans Insertion, Images, vous avez Images d'archives. C'est du contenu fourni par Word que vous pouvez utiliser. Admettons que j'utilise celle-ci. Elle va être très adaptée pour vous montrer une nouvelle fonction dans Word qui est supprimer l'arrière-plan. Quand je sélectionne l'image, format de l'image, j'ai ce bouton supprimer l'arrière-plan et quand je clique, il va essayer de détourer mon image pour garder uniquement le sujet principal. Alors attention, il ne comprend pas toujours bien ce qu'il faut garder et pas garder. C'est pour ça que vous avez marqué les zones à conserver et marqué les zones à supprimer qui est disponible juste ici dans le menu qui apparaît suppression de l'arrière-plan. Je vais marquer les zones à conserver, donc je clique et j'ai un petit crayon. Voilà, je vais faire grosso modo le tour de mon personnage, vu qu'ici il ne l'a pas bien détecté. Parfois ça fonctionne mieux. Voilà, là on voit qu'il a gardé en fait ce qui n'est pas en rose, c'est ce qui sera gardé.
Ici, voilà, je viens vraiment lui dire tout ça, je veux garder. Là, comme j'ai entouré qui n'a pas bien compris, je vais venir vraiment colorier le truc. Voilà, là ça marche mieux. Et ensuite, il y a des zones à supprimer. Eh bien, c'est tout ça. Voilà, là il n'a pas compris qu'il fallait supprimer tout ça. Je vais lui indiquer, là il a bien compris. Là je clique, je maintiens, et je lui indique qu'il faut supprimer ça aussi. Ouais, ça reste un outil de traitement de texte, hein. C'est pas non plus un outil de retouche photo. Et il y a des images sur lesquelles ça marche mieux que d'autres. Mais bon, c'est déjà ça, et ça peut déjà être utile. Quand c'est bon, je clique sur conserver les modifs, et on voit qu'il me supprime du coup l'arrière-plan. Enfin, dernière chose très intéressante pour ajouter des images, c'est l'option capture qui se trouve juste ici. Quand vous cliquez dessus, vous trouvez les applications qui sont ouvertes simultanément. Et ça peut être très utile, par exemple pour préparer des cours, etc. Eh bien, vous cliquez sur capture et vous choisissez, par exemple ici, c'est le logiciel avec lequel j'enregistre cette vidéo. Hop, je clique et ça ajoute une capture d'écran de ce logiciel. C'est quand même vachement pratique et ça fonctionne sur tous les logiciels qui sont ouverts en même temps sur votre bureau, en même temps que Word. On enchaîne à présent avec les icônes. Alors les icônes, c'est un petit peu la même chose. On va cliquer ici sur le logo icône et on va avoir le choix entre une grosse bibliothèque d'icônes déjà intégrée dans Word. À vous de choisir celle que vous voulez. Vous pouvez bien sûr faire une recherche dans la barre de recherche, par exemple sur sourire, et on retrouve toutes les icônes relatives. Nous, on va choisir la première, on la sélectionne et on clique sur insérer. Vous avez à présent une icône que vous pouvez placer où vous voulez et redimensionner de la même façon qu'une image. La petite variation ici, c'est que vous pouvez changer la couleur. Donc là, je clique par exemple, et dans remplissage d'image, je peux venir choisir la couleur que je préfère au niveau de l'icône. Bien sûr, j'ai aussi des effets d'image qu'on retrouve comme pour les images, et donc ça sera le cas d'ailleurs pour beaucoup d'éléments graphiques. Toujours dans le menu insertion, vous avez le choix dans une grande variété de formes ici, que vous pouvez intégrer et manipuler plus ou moins comme des images également. Par exemple, si j'ai envie d'insérer une étoile comme ici, eh bien, je clique dessus, mon curseur se transforme en cette espèce de croix, je clique, je maintiens et j'insère une étoile. Alors vous voyez que c'est pas proportionnel, hein. Alors si je maintiens Shift, là, ça le devient. Je lâche et encore une fois, je peux changer la couleur de remplissage dans le menu format de la forme ou la couleur de contour, l'épaisseur ou la forme du contour. Ensuite, pour la manipulation, les effets, etc., encore une fois, ça se passe comme pour les images. Et on continue dans notre menu insertion maintenant avec les Smart Art. Alors c'est quoi ces graphiques Smart Art? Eh bien je vais cliquer dessus pour vous le montrer. Ce sont des graphiques qui vont vous permettre de présenter des informations, des processus, etc. de façon illustrée, on va dire ça comme ça. Par exemple, imaginons qu'on fasse un processus en forme de cycle. Voilà, par exemple, donc je clique sur cycle et vous voyez que du coup, j'ai des schémas que je n'aurai plus qu'à compléter. Admettons qu'on choisisse ce cycle simple qui est ici. Je clique sur OK et j'ai à présent mon schéma qui apparaît, mais aussi une fenêtre flottante qui me permettra de le compléter. Donc je vais marquer par exemple Apprendre Word. On voit que ça se complète automatiquement. Je viens sur la deuxième puce et je vais mettre Utiliser Word. Et ici, je vais mettre Être fier de soi. Ok, super. Et là, par exemple, eh bien, je n'ai pas besoin de ces deux puces-là. Eh bien, simplement, je clique dessus et j'appuie sur la touche Backspace pour la supprimer, comme si j'effaçais un caractère. Si j'ai besoin d'une puce supplémentaire, j'appuie sur Enter. Voilà, c'est vraiment comme si j'éditais une liste. Et j'ai à présent un schéma que j'ai créé très simplement. Et donc ça, c'est plutôt le genre de fonctionnalité assez utile qu'on peut retrouver dans Word. Bien sûr, vous retrouvez ici la possibilité de changer le type de graphique dans Disposition, qu'on retrouve ici dans l'onglet Conception de Smart Art. Je peux naviguer d'ailleurs à travers différents types de cycles. Et j'ai la possibilité, ici, dans Style Smart Art, de venir modifier le style général
de la disposition que j'ai choisie aussi parmi plusieurs dispositions. Donc vous voyez que vous avez vraiment le choix entre beaucoup de possibilités nativement dans Word, et donc c'est vraiment assez pratique. Si je souhaite réafficher mon volet, eh bien je clique sur mon graphique et dans le ruban Conception de Smart Art, je viens dans Volet texte. Je clique et je récupère le volet qui me permet d'éditer simplement mon graphique. Je peux aussi cliquer sur Modifier les couleurs pour choisir des couleurs différentes et donc m'adapter relativement à toutes les situations. En parlant de graphique, vous pouvez aussi très bien insérer des graphiques traditionnels en cliquant sur le bouton graphique. Donc quand je clique, vous avez à présent le choix entre plusieurs types de graphiques. Admettons que je choisisse ici un graphique par secteur. Je le sélectionne et j'appuie ensuite sur OK. À présent, pour éditer les données, j'ai comme un genre de mini Excel qui vient s'ouvrir et il me suffit à présent de venir changer les informations ou les valeurs pour mettre à jour mon graphique comme vous le voyez ici. Tout simplement. Je peux ensuite quitter ça et bien sûr je vois que dans mon graphique maintenant, vous commencez à comprendre un petit peu le principe, j'ai maintenant un ruban supplémentaire création de graphique qui vient s'ajouter. Vous pouvez remodifier le style de graphique pour avoir des variantes au niveau style du graphique que vous avez sélectionné. Vous pouvez recliquer sur modifier les données, ici, pour réafficher l'affichage avec vos données et ce mini Excel qui est ici. Et vous avez même la possibilité de modifier les données carrément dans Excel. D'ailleurs, sachez que si vous avez créé un graphique dans Excel, vous pouvez très bien venir le copier-coller d'Excel vers Word, ça va marcher sans aucun souci. Pour le reste, sur les graphiques, je vous renvoie vers ma formation complète Excel où j'aborde ça beaucoup plus en détail. Et d'ailleurs, en parlant d'insertion, saviez-vous que vous pouviez carrément insérer des modèles 3D dans Word? Pour ça, on va dans Modèle 3D, et ici, vous avez le choix entre cet appareil, pour insérer des modèles 3D que vous aurez créés par exemple avec Blender, n'hésitez pas à aller voir mon tuto sur le sujet d'ailleurs, ou avec des modèles 3D prêts à l'emploi. Là par exemple on va cliquer sur modèle 3D prêt à l'emploi et encore une fois vous aurez des modèles 3D fournis par Word que vous pouvez utiliser. Par exemple ici, on va venir choisir, je sais pas, un petit animal et on va choisir cette mignonne petite loutre. Hop, on clique, on insère. Ici, il faut un petit temps pour que Word télécharge et charge ensuite votre modèle 3D. Et l'intérêt c'est quoi? C'est que ce modèle 3D, vous pouvez venir le manipuler, vous voyez avec le curseur qui est ici, je clique et je maintiens, et je peux le mettre dans le sens que je souhaite. Donc ça peut être plutôt sympa, si vous travaillez par exemple sur base de modèle 3D, plutôt qu'à chaque fois aller l'exporter en image, eh bien vous intégrez votre modèle 3D, et puis vous le positionnez de la façon dont vous souhaitez. Donc c'est quand même le genre de fonction qui est très pratique à utiliser dans Word. Si vous en avez l'utilité, ça devrait vraiment vous simplifier la vie. Admettons que vous avez modélisé une pièce en 3D et que vous souhaitez la voir par exemple sur plusieurs angles pour donner différentes explications. Et bien voilà une utilité très pratique. Vous pouvez également insérer des vidéos qui sont en ligne, quelque part sur Internet. Pour ça, on clique sur le bouton vidéo en ligne et la fenêtre vous demande d'intégrer l'adresse, l'URL de la vidéo. Alors à savoir que vous pouvez utiliser plusieurs sources de données, YouTube, SlideShare, Vimeo, Stream, Flip, TED, SharePoint et même OneDrive. Une fois qu'on est bon, moi par exemple, j'ai préparé l'URL de mon tutoriel complet sur Excel, toutes les bases Excel, et bien vous voyez que je tape l'URL que j'ai récupérée de YouTube et la vidéo, eh bien elle est juste là. Je n'ai plus qu'à cliquer sur insérer. On a à présent la vidéo qui est insérée et qui peut même être lue directement. Donc quand je clique sur Play, vous voyez qu'on a une fenêtre de visualisation qui s'ouvre. Ça, c'est super. Alors bien sûr, si vous l'imprimez, nul besoin de préciser que ça restera une image. Mais dans un document que vous exportez en PDF par exemple, ça peut être assez sympa. En parlant des liens, justement, eh bien, vous pouvez simplement en insérer un de lien. Par exemple ici, je peux dire, regardez, mon tutoriel complet sur Excel. Ok, vous aurez vraiment compris que j'ai un super tutoriel sur Excel si jamais cette formation vous plaît. Alors du coup, je vais sélectionner le texte sur lequel j'ai envie d'insérer mon lien et toujours dans insertion, je vais choisir lien. Vous voyez que le texte à afficher est déjà ici présent
Et dans Adresse, je vais cliquer et je vais mettre mon lien. Et je vais cliquer sur OK. À présent, vous avez un lien d'insérer dans votre document. Mais vous pouvez également utiliser les systèmes de signer pour créer des liens à l'intérieur même de votre document. C'est parti, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va aller sur un élément de notre document Word. Par exemple, ici, j'ai un titre. Je le sélectionne et je clique sur Signer. Ici, il me permet d'insérer un signet. Et là, je vais marquer simplement icône. Et je vais cliquer sur Ajouter. C'est fait, notre signet vient d'être ajouté. Si je clique sur Signer, on le voit bien ici. D'ailleurs, si je vais un peu plus loin dans mon document, je vais dans Signer, je clique sur Icône que j'ai ajouté et je clique sur Atteindre. Eh bien, on voit qu'il me renvoie directement au bon emplacement dans mon document. C'est super, et maintenant, je peux l'utiliser, ce signet, pour insérer un lien. Par exemple, je peux venir à la suite et dire, et si vous voulez voir un exemple d'icône, c'est par ici. Je vais choisir c'est par ici, je vais choisir c'est par ici et je vais cliquer sur lien. Je vais choisir emplacement dans ce document et bien sûr je peux accéder aux titres que j'ai définis qui sont présents dans ma table des matières, mais je peux accéder du coup au signet et choisir le signet icône que je viens de définir. Je clique sur OK et à présent je maintiens CTRL et je clique. Et ça me renvoie au bon emplacement dans le document Word. Ça peut être pratique dans des PDF et des documents électroniques. Toujours dans les options d'insertion qui se trouvent ici, il y a encore quelques éléments qui peuvent être très chouettes à utiliser. Par exemple, la zone de texte. Donc si je clique sur zone de texte, j'ai ici des éléments, je vais dire des modèles, que vous pouvez utiliser et que vous pouvez placer dans votre document. Admettons que je prenne ici la zone de texte simple, je clique. Et j'ai une zone de texte que je peux déplacer librement, telle une image, où je veux dans mon document. Donc, ça sort entre guillemets de la rédaction continue proposée par Word. Et ça vous permet d'attirer, par exemple, comme il y a marqué, l'attention du lecteur avec une citation du document ou utiliser cet espace pour mettre en valeur un point clé. Ça peut être assez utile et ça vous permet surtout de disposer assez librement certains éléments de texte. Enfin, avant de passer à la suite, voyons comment faire une lettrine. Donc la lettrine, c'est une lettre qui ressort assez bien par rapport aux autres lettres du paragraphe qu'on retrouve dans certains documents. Donc on va créer un paragraphe déjà pour vous le montrer. Pour ça, vous connaissez l'astuce, égal lorem, on aura besoin d'un paragraphe et cette fois-ci, pourquoi pas, de 10 lignes. On choisit ensuite la lettre sur laquelle on souhaite insérer la lettrine, par exemple ici le L, et on va dans lettrine. Et on ajoute dans le texte. Et on voit ici du coup l'insertion de la lettrine. On peut aussi l'ajouter dans la marge si on le souhaite. Parlons à présent de l'onglet références qui se trouve juste ici dans le ruban. Cet onglet références il peut être assez utile, surtout quand vous créez des travaux académiques, de recherche, etc. pour insérer des notes de bas de page, des citations, etc., etc. Et on va voir ça ensemble. Premièrement, on peut insérer une note de bas de page. Ça veut dire que si vous mettez par exemple un extrait et que vous voulez renvoyer vers une référence par exemple, eh bien vous sélectionnez l'extrait en question et vous cliquez sur insérer une note de bas de page. On clique, on voit que directement on a le petit 1 qui vient s'afficher ici pour dire ok, là c'est la note numéro 1 et ici on rajoute la précision ou la citation tout simplement. Voilà, ça peut aussi être utile pour ajouter les petites conditions supplémentaires, etc. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que ça va numéroter automatiquement. C'est-à-dire que si je vais en ajouter une deuxième ici, j'insère une note de bas de page. Voilà, on va dire que c'est une nouvelle note. On ne va pas trop s'embêter sur ce coup-ci. On voit bien qu'on a la 1 et la 2. Mais si je viens maintenant en plein milieu, en rajouter une, ici, insérer une note de bas de page, eh bien on voit que la numérotation suit automatiquement. Je peux aussi ajouter des notes de fin. Alors c'est quoi les notes de fin? C'est des notes qui seront à la fin de votre document. Pour voir la différence, admettons que je vienne vraiment ici, plus haut dans mon document, et qu'ici, je souhaite intégrer une note de fin. Eh bien, je vais fonctionner de la même façon. Je sélectionne l'élément sur lequel je veux mettre ma note de fin. Je clique sur « Insérer une note de fin ». Et ici, vous voyez que ça ne me propulse directement non plus en bas de page, mais vraiment à la fin du document.
Donc cette note sera à la fin du document. Et bien sûr, si vous ajoutez des pages, eh bien cette note, elle ira toujours à la fin. Regardez ça, hop. Voilà, on est vraiment à la note de fin. Ça peut être assez utile en fonction du cas. Mais Word vous permet carrément de gérer votre bibliographie et de gérer vos citations, ce qui peut être très utile dans le cas par exemple d'un TFE ou d'un mémoire à l'université. Et donc pour ça, comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, admettons que dans votre travail, vous reprenez une citation, des faits, etc., que vous avez besoin de citer. Admettons une superbe citation que vous avez repris d'un livre ou d'un document que je viens d'écrire juste ici. Eh bien, vous allez vous placer là où vous désirez insérer, bien sûr, votre citation. Donc, je vais mettre un petit espace dans ce cas-ci. Et maintenant, je vais cliquer sur « Insérer une citation ». Je vais cliquer maintenant sur « Ajouter une nouvelle source » puisque je n'en ai pas encore de défini. Je choisis ensuite le type de source que je souhaite citer. Ici, admettons qu'on ait un livre. L'auteur, ça sera un super auteur, par exemple, ou alors, disons que ça soit moi, Bertrand Pointec. Et le titre du livre, ça sera quoi? Eh bien, admettons que ce soit un super livre. Admettons que j'écris un super livre et que l'année, ça soit 2024. Ok, super. Et au niveau de la ville, admettons que ça soit à Bruxelles et que c'est sorti dans une super maison d'édition. Ok, on est bon. Et on clique sur OK. On voit que du coup, ça a ajouté directement ma citation. On voit ici Bertrand Pointec en 2024. Donc, pourquoi s'afficher comme ça? Parce que c'est les normes APA qui le demandent. Donc, les normes APA, c'est une façon de citer, entre guillemets, vos documents. Vous pouvez d'ailleurs changer le style ici. Vous voyez que dans le ruban, vous avez la possibilité de passer sur différentes normes. Ça devrait être précisé dans les consignes du travail que vous devez réaliser. Mais si pas, vous pouvez choisir APA. C'est une des plus communes. Mais vous voyez que maintenant, l'intérêt, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie de citer cet auteur, admettons ici Bertrand Pointec, je clique sur Insérer une citation, et maintenant, je retrouve la source qui est dispo ici. Hop. Et on est bon. Bien sûr, je peux ajouter d'autres auteurs. Donc là, je vais ajouter une nouvelle source. Je vais toujours ajouter un livre. Et je vais ajouter super auteur. Admettons. Le titre, ce sera un autre super bouquin, ou un autre super livre. L'année 2024, ou 2023, voilà, ça change un peu. La ville, ça sera Paris, pour changer un peu. Et la maison d'édition, ça sera Méga Édition. On clique sur OK, et on voit du coup que ça m'a ajouté la deuxième citation. Maintenant, je peux ajouter à chaque fois ces citations, et donc c'est quand même très pratique. A noter que si je change le style, eh bien vous voyez qu'en fonction du style de citation, ça s'affiche pas pareil, et que je peux juste changer le style comme ça facilement. Et donc ça, c'est pratique. Mais ce qui est encore plus pratique maintenant, c'est que je peux venir insérer la bibliographie automatiquement. Donc je vais à la suite, et ici, vous voyez que j'ai bibliographie. Je clique, et je n'ai qu'à choisir mon modèle de bibliographie ici pour l'insérer. Et vous voyez du coup ma bibliographie qui s'insère bien comme il faut. Et donc ça, c'est quand même une super fonctionnalité qui n'est pas toujours connue, et donc c'est quand même important de bien la comprendre. Attention cependant, ça va fonctionner comme pour la table des matières. Admettons que j'ajoute rapidement un nouvel auteur ou une nouvelle source. J'ajoute une nouvelle source, et ici, pour changer, je vais mettre un site web. On va dire que c'est toujours le mien, on ne va pas changer, Bertrand Pointec. Et je vais juste préciser du coup l'URL avec Bertrand Pointec. Et je clique OK. Eh bien, vous voyez que la bibliographie, elle ne se met pas à jour exactement comme pour la table des matières. Et pour ça, ce que je vais devoir faire du coup, c'est cliquer sur ma bibliographie et cliquer sur mettre à jour les citations et la bibliographie pour pouvoir mettre à jour justement cette biblio. Donc ça, c'est quand même important de bien le comprendre. Et en parlant de référence, ce que vous devez peut-être aussi ajouter dans votre document, c'est peut-être une table des illustrations. Et donc ici, admettons que je travaille sur quelques illustrations. Je vais prendre ici par exemple mon étoile. Eh bien, je la sélectionne
Et ensuite, ce que je vais faire, toujours dans l'onglet Références, c'est cliquer sur Insérer une légende. Je clique. Et ici, il me propose de rentrer, du coup, le détail. Donc là, je vais mettre une super étoile. Et je clique sur OK. Vous voyez que du coup, on a la légende qui apparaît. Et encore une fois d'ailleurs, vous pouvez la mettre en forme dans le format de la forme qui est juste ici. Mais ce qui est intéressant surtout, on va le montrer quand vous légendez comme ça plusieurs illustrations. Donc je reviens ici sur la deuxième, et là, insertion, et là, référence, insérer une légende. Là, je vais mettre un super schéma maintenant. Je clique sur OK. Et j'ai à présent ma légende qui apparaît ici. Maintenant, je vais pouvoir compléter les références avec une table des illustrations. Donc, je clique à l'espace où je souhaite l'insérer et je vais maintenant sur Insérer une table des illustrations. Je valide avec OK. Et vous voyez à présent que je peux avoir une table des matières de toutes les illustrations présentes dans mon document. Et donc ça, c'est pas mal utile parce que ça sera demandé dans pas mal de travaux et donc autant savoir comment le faire. Notez que là aussi, si vous ajoutez des illustrations et des légendes entre-temps, eh bien, vous devrez revenir sur votre table des illustrations ici, donc là j'ai cliqué dessus, et cliquer sur Mettre à jour la table pour pouvoir la mettre à jour, comme pour les tables des matières et comme pour les bibliographies. Ok, maintenant que vous savez bien référencer votre document, on va parler des documents multisections qui sont une fonctionnalité très puissante dans Word et pourtant assez sous-exploitée. On va commencer par les simples sauts de page. C'est quoi un saut de page ? Eh bien, c'est une fonctionnalité assez utile puisque, par exemple, admettons ici, j'ai envie de mettre ma bibliographie sur une nouvelle page. Si on ne connaît pas les sauts de page, on va appuyer plein de fois sur Enter pour mettre ça à la page suivante. Bon, ça marche, mais ça a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que si je rajoute un peu de texte ici, voilà, ou quelques Enter, je vais venir décaler ce qu'il y a en dessous. Et donc ça, c'est assez embêtant. Et donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire, bien évidemment. On va revenir en arrière et le faire correctement. On va aller dans Mise en page et cette fois-ci, on va aller dans Saut de page. Et ici, ça contient vraiment des options très intéressantes. On va commencer par insérer un saut de page. Donc, saut de page, page. Ici, ce que ça fait, c'est que ça m'a ajouté un saut de page. Un saut de page qui va être maintenu. Ça veut dire que si je viens ici ajouter du texte, égal Lorraine, par exemple, on va ajouter 10 paragraphes de 5 lignes, eh bien, on a beau ajouter ce qu'on veut, ça gardera toujours un saut de page et ça sera donc toujours sur une nouvelle page. Donc, c'est quand même super utile par rapport à ce qu'on aurait pu faire précédemment. D'ailleurs, si on va dans Accueil et qu'on affiche maintenant les symboles cachés, eh bien, ce qu'on voit, du coup, c'est que là, on a inséré un saut de page. Et donc, directement, Word sait qu'après ça, il doit créer une nouvelle page. Donc ici, même si j'ai un paragraphe en plus, vous voyez, je l'enlève. Il n'y a toujours aucun souci. C'est toujours ce symbole-ci, saut de page, qui me dit, OK, là, tu ne crées pas un nouveau paragraphe, mais tu vas direct à la page suivante. Ce qui fait que si j'ajoute un peu de texte, bah voilà, il n'y a pas de souci, le saut de page, il vient juste un peu plus en bas. Et on est toujours ici, à la page suivante. Donc ça, c'est la mécanique du saut de page, et ça peut être très utile. Mais laissez-moi vous en montrer une autre. Et cette mécanique, c'est le saut de section. Donc pour ça, je vais toujours aller dans Mise en page, et cette fois-ci, plutôt que d'intégrer un saut de page, je vais ajouter un saut de section. Et je vais lui demander un saut de section à la page suivante. A priori, ça m'a ajouté une nouvelle page. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, pour Word, c'est une section différente. D'ailleurs, on le voit ici. Si je vais dans Accueil, que j'affiche toujours les caractères cachés, eh bien, je vois que là, on est sur un saut de section à la page suivante. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une section différente. Cette page-ci, elle sera traitée à certains aspects différemment que les autres. Je vous montre un exemple.
Mais je vous montre un exemple. Je vais maintenant aller dans mise en page. Et cette fois-ci, je dis OK. Je veux que l'orientation, elle soit en paysage. Eh bien, on voit du coup qu'il n'a pas mis en paysage la section précédente et qu'ici, il a mis en paysage à partir de cette nouvelle section. Et donc, je peux mettre une seule page ou plusieurs pages au format paysage dans un document en gardant le reste en portrait. Mais vous allez me dire, ok, mais les pages suivantes, elles sont au format paysage. Encore une fois. Et donc, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, encore une fois, je vais venir faire un nouveau saut de section. Donc, je vais page suivante, hop. Et maintenant, cette section-ci, je la repasse en orientation portrait. Et vous voyez du coup que là, j'ai des pages en portrait. Ici, j'ai ma page en paysage pour cette section. Et ici, j'ai de nouveau mes pages en portrait. Donc c'est ça la puissance du saut de section. En fait, mes options de mise en page, je vais pouvoir les gérer différemment pour ma section. Donc admettons que je mette un petit peu de texte ici. Voilà. Ce qui est intéressant à comprendre à ce moment-ci, c'est que je vais venir par exemple pouvoir mettre une mise en page aussi en colonne. Voilà, là j'ai mis en 3 colonnes. Ça c'est appliqué uniquement sur ma section. Et on voit que le reste, par contre, c'est bien toujours affiché comme avant. Et donc vous comprenez l'utilité des sections dans votre document, ça va être de pouvoir appliquer certaines mises en forme uniquement sur la section en cours. Et donc de ne pas avoir une mise en forme qui soit uniforme, on va dire, par rapport à tout votre document. Non, on peut mettre certaines pages du coup en paysage, certaines pages en portrait, il suffit de créer des sections pour ça. Je vous ai dit également qu'on pouvait créer des pieds de page différents ou des en-têtes différentes pour certaines pages uniquement. Eh bien, là aussi, c'est cette mécanique de section qui rentre en jeu. Je vais pouvoir venir ici, par exemple, double-cliquer, et on voit que j'ai cette option, en fait, par défaut dans en-tête et pied de page qui est liée au précédent. En fait, si je décoche cette option, je vais maintenant pouvoir avoir une en-tête spéciale pour cette section-là. Donc là, je vais mettre section 2, formation complète Microsoft Word par Bertrand.tech. Ok, je double-clique ici. Là, on voit que j'ai bien ici une en-tête différente. Et si je reviens ici, là, l'en-tête n'est pas la même. D'ailleurs, si je prête attention, on voit bien que il me met que c'est l'en-tête de page paire, vu qu'on a aussi demandé des en-têtes différentes en fonction que si la page est paire ou impaire, mais de la section 2. Et donc ici, ça nous permet aussi de nous y retrouver dans nos sections. Si on descend, là on voit qu'on est sur la section 3, et si on monte, là on voit qu'on est sur la section 1. Et donc voilà, c'est une option qui est assez puissante, et que je tenais vraiment à vous montrer, car ça vous ouvre pas mal de possibilités, et c'est souvent une question qu'on peut se poser sur Word. Passons maintenant au publipostage qui est une fonction très puissante de Word. Une fonction qui vous permet d'écrire un document type, une lettre par exemple, et de l'envoyer à différentes personnes ou de l'imprimer plusieurs fois en changeant des informations comme le nom, le prénom, l'adresse, etc. Ça vous permet d'imprimer des enveloppes, ça vous permet d'imprimer tout un tas de choses en réalité et c'est très puissant. Pour ça, j'ai ouvert un nouveau document, comme ça sera plus simple. Et ce qu'on va faire, c'est écrire une petite lettre. Ici, on va faire un truc très simple, on va marquer « J'espère que cette formation complète sur Word vous plaît. » Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, vous l'aurez compris, je profite un peu de la formation pour passer des messages subliminaux. Et en fait, ça, j'ai envie de le dire à plein de gens. Donc, j'ai envie de le dire à Tony, j'ai envie de le dire à Bertrand, j'ai envie de le dire à plein de gens. Et donc du coup, pour ça, je vais créer un publipostage. Donc rendez-vous dans l'onglet publipostage. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer une nouvelle liste de contacts. Donc je vais aller dans sélection des destinataires et je vais cliquer sur entrer une nouvelle liste. Ici, vous voyez que Word vous propose un carnet d'adresses que vous pouvez compléter. Donc moi, je vais marquer des prénoms, Tony par exemple, puis je vais faire nouvelle entrée. Ici, je vais marquer Bertrand. Je vais créer une nouvelle entrée et je vais marquer un autre prénom au choix. Bref, vous l'aurez compris.
Et je crée ça pour autant de personnes à qui je souhaite envoyer le courrier. Admettons Jo. Je pourrais aussi rentrer d'autres informations, comme la ville, le code postal, etc. Bref, tout ce que je veux. Et si j'ai besoin de colonnes sur mesure, je clique sur « Personnaliser les colonnes ». Et je peux du coup ajouter des champs ici. Donc là, je pourrais ajouter un champ comme « À partager » pour savoir s'il a partagé la vidéo. Et je clique sur « OK » ici. Et là, à partager, je vais marquer « Oui »,« Oui » et « Non ». Je clique sur OK à présent. Word me demande ensuite d'enregistrer cette liste d'adresses. Donc là, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler ma liste d'adresses. Et je clique sur enregistrer. Je peux ensuite choisir un champ de fusion. Donc je vais cliquer sur insérer un champ de fusion et cette fois-ci, je vais cliquer sur prénom. Et c'est ce champ de fusion qui sera remplacé du coup par les prénoms quand je créerai mon Publipostage. Vous comprenez le concept ? D'ailleurs, pour les identifier facilement, je peux cliquer sur champ de fusion en surbrillance. Le changement, c'est que ça met maintenant en évidence les champs de fusion qui sont utilisés. Maintenant, si je clique sur aperçu des résultats, vous voyez que ça a changé le champ prénom par le prénom. Et j'ai à présent ici des contrôles qui me permettent de naviguer dans les différents courriers qui seront générés. Oui, Tony, Bertrand et Jo. Donc voilà un peu le fonctionnement du Publipostage. Mais avant de terminer ça, on va aller encore un peu plus loin. Parlons à présent des règles. Ça, c'est un mécanisme très puissant dans les Publipostages. Et vous allez comprendre pourquoi. On a ajouté un champ dans les données. Je vais aller dans Règles. Et ces règles vont vous permettre de définir, par exemple, des conditions. Donc je vais choisir si, alors sinon. Et ici, je peux dire que, par exemple, si à partager est égal à oui, je peux mettre merci d'avoir partagé la vidéo. Ça m'aide vraiment à faire progresser la chaîne. Sinon, je vais mettre n'hésitez pas à partager la vidéo avec un petit smiley. Et je clique sur OK. Maintenant, quand je navigue dans mes résultats, on peut voir que ceux qui ont partagé, je peux leur dire merci d'avoir partagé la vidéo. Et ceux qui ne l'ont pas fait, comme ici, eh bien, on a un commentaire spécifique. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et donc ça peut être très utile dans pas mal de situations, pour des factures, pour des conditions spécifiques, etc. etc. D'ailleurs ici, on voit les résultats. Et si je veux enlever cet aperçu des résultats, il me suffit de réappuyer sur aperçu des résultats. Bien sûr, si vous avez besoin de remodifier la liste des destinataires, eh bien, il vous suffit de cliquer sur modifier la liste de destinataires. Vous pouvez à présent recliquer sur votre source de données et cliquer sur modifier. Quand c'est fait, n'hésitez pas à cliquer bien sûr sur oui quand il vous demande de mettre à jour vos destinataires. Vous pourrez aller encore beaucoup plus loin dans le Publipostage, mais je pense déjà qu'avec ça, vous avez pas mal de cas que vous pouvez gérer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est terminer et fusionner. Donc, une fois que j'ai terminé mon Publipostage, j'aurai très certainement envie d'imprimer tous mes documents pour les envoyer ou les envoyer par mail. Alors pour ça, je peux cliquer sur Terminer et fusionner et ensuite sur Imprimer les documents. Il me demande si je souhaite imprimer tous les documents, ou seulement celui en cours, ou seulement celui de tel numéro à tel numéro. Ici, je choisis sur tous et je fais OK. La boîte d'impression s'ouvre et me permettra d'imprimer mes documents Publipostés. Mais je peux aussi choisir de les envoyer par courrier, ou je peux cliquer sur Modifier des documents individuels. Dans ce cas-ci, je clique sur OK. Word va ouvrir tous les documents à la suite, et ça, dans une nouvelle fenêtre. Bon, là, je vais cliquer sur ne pas enregistrer, mais ça vous permet du coup d'aller encore plus loin. Aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans Sélection des destinataires, vous pouvez utiliser une liste existante
et aller chercher par exemple la liste que vous avez créée dans un autre document, ou alors, tout simplement, un fichier Excel. Enfin, terminons cette formation en parlant des possibilités de révision, de partage et de travail collaboratif. Pour ça, on va d'abord aller dans Révision. Ici, quelques astuces qui pourraient bien vous étonner. Premièrement, Word dispose d'un dictionnaire de synonymes intégré. Admettons que je souhaite un autre mot que formation, je souhaite un synonyme. Eh bien, je vais aller sélectionner le mot, aller dans l'onglet Révision et ensuite aller dans Dictionnaire des synonymes. Je clique. Et ici, Word me propose tout un ensemble de synonymes qui seraient possibles pour formation. Vous avez également la possibilité d'avoir des statistiques sur votre document et on voit le nombre de pages, le nombre de mots, de caractères, de paragraphes, etc. Parlons maintenant des commentaires qui vous permettent d'ajouter des notes qui ne sont pas dans votre document, mais qui sont bien utiles si vous collaborez à plusieurs sur le même document. Je viens sur un élément que j'ai envie de commenter, je le sélectionne et je clique sur Nouveau commentaire, toujours dans l'onglet Révision. Vous avez à présent une barre latérale qui vous permet d'avoir une conversation sur le contenu du document. Et donc par exemple, je pourrais dire qu'il faut changer ce paragraphe. J'appuie ensuite ici pour envoyer le commentaire. Vous voyez que vous avez la possibilité de répondre et d'avoir une conversation dans ces commentaires-ci. Je peux mettre comme ça plusieurs commentaires dans le document sans aucun souci. Et si je veux afficher ou non ces commentaires, eh bien je clique simplement sur le bouton « Afficher les commentaires ». Je peux aussi voir qu'un commentaire a été ajouté à ce logo et cliquer dessus pour les réafficher. Et je peux naviguer, grâce au bouton précédent et suivant, entre les différents commentaires présents dans un document et enfin, je peux simplement venir les supprimer. Ce que je peux aussi faire directement ici. Donc si vous voulez travailler à plusieurs sur le même document, c'est possible. Il suffit de vous rendre dans Fichier et ensuite d'aller dans Partager. Ici, vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer votre fichier dans le cloud avec votre licence Office et ensuite vous pourrez donner un lien de modification à d'autres personnes et donc travailler en simultané sur le document, ce qui rend les commentaires encore plus puissants. Enfin, si vous envoyez une version finale de votre document qui devrait être consultée par d'autres personnes, etc., mais plus modifiée, je vous conseille de le faire en PDF, qui est un format de fichier qui, entre guillemets, résiste aux modifications. C'est-à-dire qu'avec un fichier Word, en fonction de la version, des polices, etc., peut-être que votre document ne s'affichera pas pareil partout. C'est pas le cas avec un PDF. Pour ça, fichier, exporter, choisissez ensuite créer un document PDF XPS. Cliquez ensuite sur le bouton Créer PDF et enregistrez-le à l'endroit que vous souhaitez. C'est ce fichier-là que je vous conseille de partager. Le fichier Word, c'est entre guillemets un fichier master, un fichier éditable, mais pour le partage, c'est nettement mieux d'utiliser du PDF. Enfin, regardez ici en haut, dans votre interface de Word. Vous voyez que par défaut, Word est ouvert en modification. Donc c'est le comportement par défaut de Word. Mais admettons que je reçoive le document de quelqu'un. Pour le corriger, eh bien, je peux passer en mode révision. Ce mode révision va fonctionner un peu comme Word, sauf que maintenant, admettons que je vienne travailler un peu ici, et que j'ajoute une ligne ici. Vous voyez que ça s'ajoute différemment, et pourtant, ce n'est pas une écriture différente. Je vais venir ici, et là, je peux venir ici maintenant, un peu plus loin, et apporter une autre modification. Je vais dire que là, par exemple, j'ajoute un peu de texte pour décrire. Voilà, point. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis en mode révision. Ça veut dire que la personne, quand on est en modification, peut maintenant voir les modifications que j'ai apportées sur ce document et venir y travailler. Donc maintenant, toujours dans Révision, vous voyez que j'ai ces petits logos-là qui me permettent de passer entre les différentes révisions que j'ai faites. Révision suivante, révision précédente. Bon, ici, j'en ai que 2. Mais donc, du coup, je me dis, ok, mon ami, mon collègue, mon professeur, etc., il a travaillé sur le document. À moi de voir maintenant si j'accepte ou si je réfute ces modifications. Donc là, c'est pour ça que vous avez ce bouton accepter ou ce bouton refuser.
Donc là, je me dis, ok, il a ajouté une ligne ici, bah c'est bien. Voilà, d'ailleurs, on voit, si je passe dessus, que j'ai ajouté une ligne. Je dis, ok, j'accepte. Voilà, et donc si je reviens, c'est maintenant une ligne parfaitement classique. Je vais à la révision suivante, et ici, bah, je me dis, bah non, ça au final, c'est pas nécessaire. Ah bah je vais refuser. Et maintenant, on supprime cette ligne-là, et on revient à la situation de départ. Maintenant, Word me dit que mon document contient maintenant aucune marque de révision. Donc je clique sur OK. Eh bien c'est ça, ce mécanisme de révision. Et c'est plutôt utile de travailler comme ça. Et ça m'évite par exemple d'apporter des modifications, de les mettre en rouge, surlignées pour que la personne le voit. Non, là c'est entre guillemets prévu pour. Et c'est très pratique quand on est à plusieurs sur un document. Vraiment, utilisez cette fonction. Elle est super pratique. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a un dernier mode, qui est le mode affichage. Là, ça me permet seulement de pouvoir lire mon document, mais de ne pas le modifier. Donc ça m'évite de faire des erreurs simplement si je le consulte. C'est plutôt pratique. Donc je reviens en modification. Mais comme ça, vous connaissez vraiment l'importance de ce mode révision, surtout utilisez-le. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette formation sur Microsoft Word. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça encourage toujours. Partagez-la, faites-la découvrir à vos amis, peut-être à ceux qui galèrent un petit peu sur Microsoft Word. Merci en tout cas de m'avoir suivi et nous on se retrouve très bientôt d'ici là. À la prochaine.